Bonjour, bienvenue dans cette émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Yann Monplaisir. Bonjour Monsieur Monplaisir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de m'avoir convié. Alors, nous vous allons demander de venir pour nous expliquer ce qui se passe au niveau donc, du PLM Batelière, puisque on a écouté les nouvelles et je voulais savoir de votre bouche qu'est-ce qui s'est passé réellement et quelle explication qu'on pourrait donner à la Martinique qui nous écoute. On peut donner une explication très simple. De mon point de vue, tout ça relève, alors je ne sais pas de qui est ce complot, mais tout ça relève d'un complot. Cela étant, heureusement, la justice est là et je compte bien, puisque nous ferons appel, que la justice entendra nos droits. Et entendra aussi et surtout la situation dramatique dans laquelle on va plonger 120 familles. Le redressement judiciaire, on le dit, c'est un acte de gestion. Et on vous demande d'ailleurs de faire appel à cette procédure le plus tôt possible. Bon. L'hôtel Batelière devait être rénové et n'a pas pu l'être dans les délais. Sur ce point-là, je veux bien le concéder, parce qu'il y a eu le Covid qui est arrivé. Et le Covid a arrêté ce projet que nous avions, pour lequel nous étions quasiment en phase finale d'un accord avec la Caisse des dépôts. Il s'agissait de rédiger des contrats, et puis le Covid est arrivé. Bon. Donc là, vous aviez pensé faire de la rénovation? Là, il s'agissait de rénover l'hôtel, de le laisser. C'est un hôtel qui est historique et qui est une valeur patrimoniale, parce qu'il a beaucoup de caractère architectural. Tout le monde reconnaît. On a fait faire des études qui ont coûté fort cher à la demande de la Caisse des dépôts et consignations, qui avait souligné la qualité de la gestion de l'hôtel, puisque juste avant le Covid, les 3 derniers exercices avant le Covid étaient bénéficiaires. On avait fait 200 000, et d'ailleurs c'était en croissance, même les résultats, 200 000, 400 000, 600 000 euros. On était à jour à tout point de vue, tout marchait très bien. Donc il ne restait plus qu'à rénover l'hôtel, en faire ce qu'il est conçu pour être, un 4 étoiles. Puis le Covid est arrivé, le post-Covid, les difficultés d'après, donc nous décidons, après qu'on soit dans un plan de continuation, on décide de remettre l'hôtel en redressement judiciaire au mois d'août, pensant que ça nous permettrait d'obtenir une période où on aurait un étalement des dettes qui s'étaient construites, y compris pendant la période du Covid, et qu'on arriverait comme cela à générer une situation, je dirais, plus normale et plus souple dans l'exploitation. Pour nous, c'était une procédure technique destinée à sauver l'emploi, les 120 emplois. Mais c'est là-dessus que le piège se referme et que la machination naît. On a désigné un administrateur judiciaire qui, immédiatement, en tout cas dans la foulée, a demandé la liquidation. Bon. Nous avons été devant le tribunal. Le tribunal nous a suivis parce que ça n'avait pas beaucoup de sens. C'est nous qui demandons le redressement judiciaire, nous n'avons pas demandé une liquidation. Bon. Et donc, le tribunal nous suit. Et le principe du redressement judiciaire, c'est pour... C'est pour sauver les entreprises. Le principe du redressement judiciaire, c'est que vous sentez que vous allez être acculé à des difficultés en raison de la marche des affaires, et donc vous avez pu accumuler quelques dettes, et donc vous demandez qu'on vous laisse le temps de payer les dettes que vous avez accumulées et qu'ils ne pourront pas l'être dans le flux normal du fonctionnement de l'entreprise. Voilà, c'est ça l'idée. L'idée, c'est d'éviter que des entreprises ne meurent. Ce n'est pas de tuer des entreprises, c'est d'éviter qu'elles ne meurent. Donc, il demande la liquidation, le tribunal ne suit pas l'administrateur là-dessus, et le tribunal dit « je mets en place une période d'observation de 6 mois ». 15 jours après, l'administrateur revient. Entre-temps, il a découvert qu'au mois de mars, ceci se passe au mois d'août, au mois de mars, il y a eu une commission de sécurité qui est passée et qui a indiqué que l'hôtel devait faire certains travaux pour pouvoir recevoir du public. Ça se passe dans tous les établissements qui reçoivent du public. Je rappelle simplement, pour ceux qui ne le savent pas, que beaucoup d'écoles à la Martinique et même des hôpitaux ne sont pas en conformité. Bon, mais je ne veux pas dire la loi, c'est la loi, dura lex sed lex. Effectivement, au mois de mars, il y avait eu un courrier
qui demandait que certains travaux soient faits. On n'était jamais qu'au mois d'août. Elle aurait pu dire, écoutez, voilà, comment on va faire les travaux, et 15 jours. Non. L'administrateur dit, il écrit à l'assurance, puisqu'il y avait une assurance, en lui disant, hey, j'ai ce papier-là, est-ce que s'il y a un sinistre, vous allez quand même rembourser? L'assurance a dit évidemment non, puisque vous avez un papier qui vous prescrit de faire des travaux. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette administratrice? Immédiatement, elle ferme l'hôtel. Elle arrête tous les CDD, 70 familles qui se retrouvent sans salaire, sans travail. Brutalement, 70. Allez, boum, allez, tout le monde dehors. Et elle décide, pour les 40 autres, qu'elle les met en temps partiel. Et donc, l'hôtel n'a plus de recettes, est fermé, ne fonctionne plus. Et donc, elle dit, maintenant, qui est-ce qui paie? Parce que, même en temps partiel, les salariés, il faut les payer, en partie. Elle dit, qui est-ce qui paie? Le groupe, à ce moment-là, dit, le groupe, parce que cet hôtel fait partie d'un groupe, ok? Le groupe dit, moi, je vais apporter 500 000 euros. Et les actionnaires, la famille, nous, on apporte 300 000 euros de plus, 800 000 euros. Tout ceci se fait très vite, hein? Tout ceci se fait très très vite. Bon. Évidemment, nous apportons des attestations comme quoi les fonds sont disponibles. Mais l'argent n'est pas encore amené. Mais une attestation d'un administrateur judiciaire, hein, j'entends, une attestation d'une banque, comme quoi il y a l'argent sur le compte en banque, mais qu'il y a un délai de déblocage parce que c'est un argent qui était sur un compte bloqué. Et il y a 15 jours de délai de déblocage. Le tribunal décide que non, qu'il va céder notre bien. Il le cède à qui? Il le cède au béquet qui est contigu, qui dit qu'il ne veut pas qu'on fasse n'importe quoi à côté de chez lui. Ils aiment bien être chez eux et autour de chez eux aussi, contrôler tout ça. Il possède le casino. Accessoirement, je dirais que, accessoirement, son casino revient en appel d'offres dans quelque temps, et les seuls à pouvoir répondre à cet appel d'offres, c'est nous, parce qu'il y a l'hôtel, et qu'il y a des conditions pour répondre à un appel d'offres. Donc il propose d'acheter le terrain 3 millions d'euros. Ce qui n'est pas une somme ridicule, qui ne correspond pas à la vraie valeur, mais qui n'est pas ridicule. Un Guadeloupéen vient le coller promoteur et accessoirement hôtelier, qui a racheté, je le rappelle, il y a 6 ans, l'hôtel Méridien, qui n'en a rien fait. Ce Guadeloupéen qui avait promis de construire un hôtel à la Pointe-du-Bois, à la place du Méridien, 70 millions d'euros, et qui n'a rien fait, je le dis 2 fois pour qu'on entende bien, ce Guadeloupéen-là, il dit, mais moi je vais vous faire un hôtel, je vais casser, je vais tout casser, ou peut-être que je ne vais pas casser, parce qu'il n'a pas de projet en réalité. Il dit, mais je rachète tout ça pour 1,6 million. Tout, c'est-à-dire y compris le terrain que l'autre veut acheter 3 millions. Il propose 1,6 million. Et puis, comme des copains, comme des larrons en foire, comme ces brigands qui voulaient se partager les vêtements de Jésus-Christ, eh bien, les voilà qui s'entendent pour le larcin, et ils disent, mais finalement, on va y venir ensemble. Et on va faire un seul deal avec ça, on va faire un seul business, on va faire une seule combine. Toi, tu prends les terrains pour 3 millions, 1 hectare, et moi, je prends tout le reste, 5 hectares, pour 1,6 million d'euros. Qui peut croire que 5 hectares de terrain au bord de mer, avec un immeuble que tout le monde voit, qui est l'hôtel Batelière, sur lequel nous avons fait faire des expertises, l'ensemble étant évalué à 40 millions d'euros, qui peut croire que ces 2 larrons vont se faire attribuer dans de telles conditions ces actifs-là? Eh bien, je vous avoue que je n'y croyais pas avant que je ne sois confronté à cette réalité vendredi d'une décision du tribunal qui est garée sans doute par l'administrateur judiciaire dont la fonction est à l'origine essentiellement de protéger les salariés et les créanciers. Et ce,
cet administrateur judiciaire, elle accepte de faire une opération qui, en plus, ne correspond pas, je dirais, aux prérogatives d'un acte de cession d'entreprise, puisque quand vous cédez une entreprise, pas quand vous la liquidez, il y a une distinction à faire. Quand vous cédez, vous êtes censé continuer une partie de l'activité et préserver une partie de l'emploi. Sinon, c'est une liquidation. Et à ce moment-là, vous achetez des immeubles. Eh bien, on n'a là ni un cheval, ni une mule, ni un cheval, ni un âne, on a plutôt un mulet. C'est-à-dire, on a fait un mix des deux. C'est une liquidation qui est camouflée en cession. Quel est l'avantage de cela? C'est que tout le personnel est viré. L'avantage, pas à mes yeux, c'est un scandale. Mais l'avantage pour les repreneurs, ils achètent uniquement des biens immobiliers. Et ils n'ont plus à se préoccuper de ce que ces 120 familles vont devenir. Ils n'ont même plus à se préoccuper dans le temps de ce que va devenir cet hôtel. Puisque tout le monde sait très bien que dans 3 ans, on va les voir, ils ont mis 6 ans, ils n'ont rien fait à la pointe du bout. On va les voir arriver la gueule enfarinée, et peut-être qu'ils vont se construire une belle villa, qu'ils vont vendre 3 fois le prix, parce que tout le monde sait très bien que si vous faites une villa, hein, même une villa, une résidence principale sur 5 hectares au bord de mer, ça vaut multe fois 1 600 000 euros. Donc, c'est un scandale. Mais tout ceci n'a été possible que parce qu'il y a eu de la légèreté dans l'examen de ce dossier, de la part de l'administrateur, et peut-être qu'il y a eu une volonté délibérée de faire en sorte de sortir les bons plaisirs, de faire entrer le béquet empoisonneur, parce que c'est lui qui vendait la chlordécone, et son affaire n'est toujours pas jugée d'ailleurs. Hein, parce que ça, c'est pas jugé. Hein. On fait entrer donc Ernoul, qui était le patron et associé de Yves Ayotte, paix à son âme, et qui était associé avec lui dans le casino. Tout ça, c'est la même clique. Hein. On le fait entrer, il rachète le terrain, je prends ça et toi tu prends ça. Et Vial-Collet, qui est sans doute très soutenu, puisqu'il a obtenu, lui, ce que d'autres n'obtiennent pas, et dans quelle proportion, puisqu'il a pu racheter la société Corsair et que l'État a abandonné 244 millions, je le dis pour qu'on entende bien les chiffres, 244 millions de dettes, qui ont été dettes fiscales et sociales, qui ont été abandonnées dans le dossier Corsair au profit de M. Vial-Collet pour lui permettre de racheter pour une bouchée de pain une compagnie aérienne. Et puis quelques mois après, ils avaient des difficultés dans cette compagnie aérienne. Ils ont encore demandé un abandon de plus de 100 millions d'euros. L'Europe s'est opposée à cela. Mais comme ce monsieur a les bras longs, vous savez, c'est comme celui qui entrait à l'Élysée sans avoir à montrer sa carte d'identité. D'ailleurs, ils sont très copains, comme par hasard. Eh bien, comme ce monsieur a les bras très longs, puisqu'il a comme administrateur dans sa société Corsair un ancien ministre de l'Outre-mer, ancien ministre de la Justice, qui s'appelle Dominique Perben. Comme ce monsieur rentre tous les jours à l'Élysée, qu'il boit le punch avec le préfet de Guadeloupe, M. Xavier Lefort, et que M. Xavier Lefort, et j'ai la preuve, je l'ai gardé là, il a liké quand il a appris qu'on licenciait 120 Martiniquais. Mais comme c'était son copain qui rachetait pour une bouchée de pain, il a liké, c'est-à-dire je suis content. Ah tiens, on vire des Martiniquais, 120. Mais c'est mon copain Vial-Collet, là, du dimanche, là, qui m'avait parlé de ce dossier. D'ailleurs, j'en avais glissé quelques mots ici et là, à celui-ci ou à celle-là. Je ne veux pas savoir comment ça s'est passé. Mais il faut que cessent ces combines. Il faut que cessent ces combines. Nous sommes des entrepreneurs. Nous avons mis de l'argent, plusieurs millions d'euros. Nous avons sauvé depuis des années, tenu à bout de bras cet outil. Nous avons traversé la tempête du Covid qui a balayé certaines entreprises et notamment dans le tourisme. On sait que le secteur du tourisme et de l'hôtellerie est confronté à des difficultés depuis longtemps. On sait comment ça n'est pas facile. On entend parler depuis des années, par exemple, de la rénovation de l'hôtel Bakwa, qui lui non plus n'est pas rénové. Et tous les hôtels qui ont fermé ici, ils n'ont jamais rouvert. Ce monsieur avait promis de rouvrir l'hôtel Méridien. 6 ans après, il n'a rien fait. Et
On lui consacre, n'est-ce pas, sur l'autel de sa gloire, un hôtel et 5 hectares de terrain en bord de mer pour 1 600 000 euros. C'est un scandale. Donc là, aujourd'hui, il n'y a plus aucun salarié. Tous les salariés... Les salariés ne sont pas encore licenciés. Mais ils vont l'être. C'est ce que ils devraient l'être, sauf que les salariés font appel. Ils ont proposé leur solution. Ils appuient en priorité leur solution qui est de faire une SCOP. Ils appuient ensuite notre solution. Je crois même que c'est l'inverse. Je crois même qu'ils appuient le plan de continuation d'abord et à défaut la SCOP. Oui, c'est ça. Donc, nos intérêts et nos sorts sont liés. Nos intérêts et nos sorts sont liés. Parce que eux, ils n'auront plus de travail et nous, on n'aura plus d'outils de travail. Et nous, on aura perdu parce qu'au passage, on va perdre. Le groupe va perdre l'argent qu'il a mis déjà dedans, les 4,6 millions d'euros, presque 5 millions d'euros, qu'il a investi en dehors du prix d'acquisition de l'hôtel lui-même. On a investi parce qu'on a refait la mise à niveau de l'électricité, on a refait la mise à niveau de la piscine, mise aux normes de la piscine, on a refait les étanchéités, on a changé, je vous dis tout ça parce que c'était des postes importants, on a refait la cuisine, etc. Donc tout cet argent qu'on a dépensé, eh bien, M. Vial-Collet va s'asseoir dessus, il va en profiter. Il va pouvoir vivre sur la bête, les deux bêtes qui sont là, c'est-à-dire les salariés, les familles martiniquaises et les entrepreneurs martiniquais. Eh bien, je vais vous le dire pour que ce soit bien entendu. Jamais ça ne se serait passé en Guadeloupe. Jamais. Parce que les élus guadeloupéens n'auraient pas laissé ça se faire. Alors, nous avons reçu une lettre de soutien de M. Letchimy, président de la CTM, et j'espère d'ailleurs, comme ça vient de se produire, il ne s'est pas encore prononcé publiquement, mais je ne doute pas qu'il le fera. Il y a eu une protestation du député Nadeau qui a dit qu'il s'opposait à cela et qu'il voulait la continuation et le maintien en activité de cet hôtel, car l'idée de ces gens-là, c'est de fermer l'hôtel, disent-ils, 24 ou 36 mois, il n'y a plus personne dedans, ils n'ont plus de charge, ils peuvent laisser l'hôtel là, et puis dans 3 ans, on verra. On n'a pas encore bien de projet, on fera peut-être des appartements, on fera peut-être des villas, on fera peut-être un hôtel, c'est ce qu'ils racontent, mais on fera peut-être ce qu'on veut. Mais dites-moi, vous avez foi en la justice, monsieur Monplaisir, vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez faire appel? Est-ce que la justice vous permet ça? Oui, la justice nous permet de faire appel. Nous allons faire d'abord appel de la mise en application du jugement, puisqu'il y a une cession qui est prononcée avec toutes ses conséquences, mais avec effet immédiat. C'est la décision qui a été arrêtée par le tribunal. Ce que nous allons demander à la Cour d'appel, et oui, c'est vrai que j'ai confiance dans la justice, parce que là, on va juger le droit. Bon, je demande à la Cour d'appel, au regard des éléments de droit que fourniront nos avocats, je ne suis pas un avocat, moi, je ne suis pas un juriste, je respecte chacun dans ses qualités et dans ses connaissances, mais de ce que me disent mes avocats, nous pensons très raisonnablement, parce que, bon, voilà, il y a toujours la marge d'interprétation, il y a toujours... Voilà. Mais nous pensons que la justice va répondre à notre demande d'annulation de l'application immédiate de cette mesure. Ce qui évitera que les salariés ne soient licenciés, ce qui évitera que nous ne soyons volés et ce qui permettra un nouvel examen. J'ai d'ailleurs souligné l'attention de l'administrateur sur le fait qu'il n'a pas agi comme il aurait pu le faire. Il aurait pu avoir entériné la cession du terrain pour 3 millions d'euros, puisqu'il n'y a que 5 millions de dettes, ok? Oui. Il aurait pu entériner la cession pour 3 millions, soit il les utilisait à diminuer toute la dette qui, à ce moment-là, n'aurait plus été que de 2 millions, soit il les utilisait en partie pour diminuer la dette, c'est pas à moi de l'inspirer, mais j'aurais été lui, si j'avais la volonté de poursuivre l'exploitation, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais affecté 1 million à la couverture éventuelle des charges liées à la poursuite de la période d'observation qui, je le signifie, je le rappelle, devait s'arrêter en fin janvier 2025, et j'aurais diminué de 2 millions les dettes qui s'élèvent à 5 millions, ce qui fait que je n'aurais plus que 3 millions. Et j'aurais gardé mon actif, mon activité, mes salariés, en espérant
que tout ça se remette en marche conformément au plan de continuation que nous avons soumis. Et si vraiment, par grand malheur, extrême malheur, le plan de continuation n'aboutissait pas dans son effectivité et qu'il n'y avait pas le redémarrage à terme de cette activité, à ce moment-là, je serais toujours en temps pour constater une situation d'échec à laquelle, personnellement, je ne crois pas. Nous avons démontré que par notre manière de gérer qui a été soulignée, dont la qualité a été soulignée par un rapport diligenté par la Caisse des dépôts, que nous allons redresser cet hôtel. Et dans le pire des cas, eh bien, l'administrateur avait toujours à sa disposition les mêmes actifs, sans le terrain, c'est vrai, les mêmes actifs, c'est-à-dire encore presque 5 hectares de terrain, je le rappelle, en bordure de mer, avec un bâtiment dont on a fait faire des études et qui est un bâtiment qui est sain et qui est en plus emblématique du point de vue architectural. Et je ne doute pas que dans des conditions normales, qui ne seraient pas des conditions de friponnerie, qui ne seraient pas des conditions de favoritisme, eh bien, dans des conditions normales, on aurait trouvé plus d'un acquéreur pour acheter cet ensemble, même à la casse, au-dessus, très largement, plus de 10 fois au-dessus de cette braderie qui est faite à M. Vial-Collet, qui a récupéré Corsair avec 240 millions d'euros d'abandon de créances de l'État. C'est vraiment un monsieur, et qui a eu beaucoup d'argent d'ailleurs de Mme Michaud-Chevry et de M. Lurel. Hein, voilà. Bien. Alors, vous dites aussi que le casino, finalement, dans un an, c'est ça? Oui, le casino, ils ont obtenu une autorisation pour 10 ans, oui, qui arrive à son terme dans quelques temps. Personne ne peut venir les concurrencer, parce qu'il y a des contraintes pour installer un casino. Pour installer un casino, il faut qu'il n'y ait pas une école trop près, il faut qu'il n'y ait pas un certain type d'activité qui reçoivent des jeunes, etc. Il y a des contraintes qui sont liées à la nature de cette activité, puisque ce sont des jeux d'argent. Bon. Il se trouve qu'à Schellcher, il n'y a pas 2 emplacements où on peut faire un casino. Il n'y a que là. Il n'y en a pas 2. C'est là ou nulle part. Et donc, M. Ernoul était en situation de monopole. Vous savez, ils aiment bien ça, les béquets, les monopoles. Était en situation de monopole. M. Ernoul faisait chanter la mairie de Schellcher, il y a 10 ans. Le maire de Schellcher m'avait appelé, me disant « Personne ne peut répondre à l'appel d'offres. Nous essayons de négocier le renouvellement du contrat avec Ernoul, mais il nous la joue, je ne peux rien faire, je suis un malheureux, je suis sur la paille. » Bon. Parce que les casinos ont une obligation d'apporter une activité sur les villes où ils sont installés. C'est une contrepartie pour la ville. Ils doivent faire du culturel, etc. Et donc, pour obtenir un casino, vous faites une proposition en disant « je vais faire une fête tous les ans, je vais faire une fête tous les 2 ans, je vais faire de l'animation ». Et c'est ça qui est la mise en concurrence. Sauf qu'il n'avait pas de concurrent. Donc il disait à Schellcher « je ne peux rien faire, je n'ai pas d'argent, je ne fais rien ». Le maire de Schellcher, pour obtenir une amélioration, m'a demandé de venir à l'époque. Il m'a demandé de venir. Et quand j'ai été, je lui ai dit, je ne veux pas servir de lièvre. J'ai donc fait toutes les diligences. J'avais trouvé un partenaire, c'est le monsieur qui tient le casino à La Réunion. Ce monsieur était prêt à venir. J'ai rencontré son avocat à Paris. Et le jour où nous devions signer, il m'a fait une confidence. Il m'a dit, nous avons un syndicat des casinotiers. Et le syndicat répartit les casinos entre les membres du syndicat. La zone Martinique, Guadeloupe, Guyane est réservée à messieurs Yvaillot et Ernoul. Et nous n'allons pas nous associer à vous. Et il m'a dit, par contre, si vous l'emportez, on viendra avec vous après. Je lui ai dit, mais après, ça ne me sert plus à rien. Bon, pour faire d'une histoire longue une histoire courte, nous avions trouvé un partenaire qui était un ancien dirigeant de Partouche. J'ai répondu à cette consultation. Vous savez ce que ça m'a coûté? J'avais un dossier que j'avais déposé pour un examen d'une commission ad hoc auprès du tribunal. Tout mon dossier est arrivé
chez le journal Le Canard Enchaîné. Tout le dossier est arrivé et le Canard Enchaîné a fait un papier, je ne sais pas si c'est donc s'en souvient, enflammé contre nous. Sur la base de ça, je dirais que ipso facto, nous étions déjà éliminés. Ça donnait de bonnes raisons aux uns et aux autres. Le maire de Shellshire m'a quand même remercié parce qu'à la faveur de ça, il a réussi à obtenir un peu plus d'avantages. C'est pour ça que le rond-point devant le casino, au moment des fêtes, est éclairé. Ça fait partie des contreparties. Sauf que ce contrat, c'est pour 10 ans. Il va revenir là. Et le seul qui puisse répondre, c'est les deux seuls qui peuvent répondre, c'est Ernoul et celui qui détient l'hôtel. Vous comprenez? Tout ça, il y a des enjeux. Alors, tout ça, c'est le jeu des affaires. Mais moi, je suis un homme d'affaires, mais je ne suis pas pour les choses, les trafics d'influence. D'ailleurs, je me bats contre tous les trafics d'influence, le combat que j'ai mené dans l'eau. Là aussi, ça me vaut des coups. Parce que je m'attaque à un système. Moi, je suis un libéral. Mais je ne suis pas un libéral qui est sur un jeu où on pipe les dés. Voilà. Donc, ce sont des vengeances qui sont en cours, là. Ce ne sont pas des vengeances, ce sont des problèmes de business, c'est-à-dire deux fripons vont s'approprier pour le 8e de sa valeur, hein, le 10e même de sa valeur, on pourrait presque dire. Ils vont s'approprier pour moins de 5 millions d'euros, 4 600 000 euros, des actifs immobiliers, terrains et constructions qui sont évalués à 40 millions d'euros. Mais si vous faites appel, c'est qu'il y a quand même peut-être l'espoir que ça soit écoutez, revu. L'appel, je raconte tout ça pour qu'on comprenne le contexte. Oui. Mais ce n'est pas juridique ce que je dis là. L'appel, les juges, ils vont juger sur le droit. Il y a des principes de droit qui ont été bafoués. Il appartiendra à nos avocats d'en convaincre la Cour d'appel. Je ne doute pas que la Cour d'appel, si les arguments que nous avançons lui paraissent correspondre au respect du droit, et comme je le crois et comme mes avocats en sont convaincus, nous attendons avec impatience, parce que les enjeux de temps sont importants, hein, pour qu'on n'ait pas le temps de licencier les salariés, qu'on fasse arrêter la mise en œuvre de cette décision, et puis qu'on en revienne à la situation antérieure, c'est-à-dire la continuation jusqu'à la fin de janvier de la période d'observation, et qu'entre-temps, nous ayons pu démontrer, en faisant les efforts, en faisant les apports financiers qui s'imposent, et en présentant un plan qui lui s'imposera, faire en sorte que cet hôtel continue de vivre. Je rappelle, pour le dernier mot, que ce que nous nous sommes engagés à apporter à la Cour, au tribunal, c'est 800 000 euros immédiatement, en cash. C'est-à-dire, c'est la moitié de la somme que propose M. Vial-Collet pour licencier 200 salariés. Quand je dis licencier, ce n'est pas les salariés qui vont toucher cet argent-là. Pour s'approprier des actifs en utilisant une procédure judiciaire et en complotant. Ces 800 000 euros, vous les avez toujours? Oui. D'accord. Bien évidemment. Et nous verrons tout cela. Mais je vais vous dire, moi je vous remercie de m'inviter. Et je me suis engagé dans la vie publique. Ça n'est pas toujours facile et pas toujours heureux pour un chef d'entreprise. Je l'ai fait par conviction. Je l'ai fait par conviction parce que j'aime mon pays, parce que j'aime servir, parce que j'aime servir l'intérêt général et parce que je pense modestement que je peux le servir parce que j'en ai un certain nombre d'aptitudes. Bon, je le prouve dans la commune dont je suis le maire. Mais je suis très heureux aussi de pouvoir apporter ma contribution. Ce qui se passe malheureusement en ce moment, et qui est malheureux, excessif, tous ces incidents que nous avons, c'est le résultat de ce que ressentent les Martiniquais. Ceux qui vous disent « je ne suis pas d'accord », mais il faut bien avouer que c'est l'injustice qui génère cela. C'est ce sentiment d'injustice. C'est ce sentiment qu'il y a des gens qui sont jugés et d'autres qui ne le sont pas. C'est ce sentiment qu'il y a certains qui ont des droits et d'autres qui ne les ont pas. C'est ce sentiment que si vous faites partie de certains groupes de pression, vous pouvez avoir accès aux gens qui décident politiquement, aux gens qui décident nationalement,
et vous voir privilégier dans vos intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général. Alors, juste une question pour terminer. Bon, je fais digression, ça n'a rien à voir avec l'affaire du casino. En ce moment, il y a un combat qui est mené pour la vie chère. Bon, c'est pas la peine que je fasse la jeunesse de tout ça, mais pourquoi les maires, les 32 ou 34 maires de la Martinique, ne descendent pas manifester aussi pour pouvoir supporter cette revendication que beaucoup de personnes trouvent normale par rapport Parce que ce n'est pas le rôle des maires. Les maires peuvent émettre un avis, ce que certains ont fait. Ils peuvent également apporter leur contribution au travers de l'association des maires, puisque nous avons été consultés pour savoir quelle était la position des maires concernant l'octroi de mer. Mais ce n'est pas nous qui avons la responsabilité. Ceux qui ont la responsabilité, ce sont les parlementaires. Parce que le problème de fond est lié à l'organisation des marchés et à des décisions qui relèvent de l'autorité politique compétente, qui est l'État. Par exemple, est-ce qu'il faut forcer une mise en concurrence, ce qui est possible légalement, du transport maritime? Moi, j'ai proposé, par exemple, qu'on ne donne que 60% du transport des containers à la Compagnie Générale Transatlantique, CGM, et que les 40 autres pourcents, on les mette en appel d'offres sur international, et qu'on dise il y a 12 000, 14 000, 30 000 containers à transporter par an, faites-nous une offre de prix, nous vous garantissons le volume. Mais si les maires descendent dans la rue auprès du peuple, ça va peut-être forcer l'État. L'État peut-être va se prendre conscience que ce n'est pas simplement quelques petits Martiniquais qui essaient de faire quelque chose. Les maires sont auprès du peuple tous les jours. C'est la fonction la plus proche du peuple. Pour moi qui suis un maire de fraîche date, enfin encore que ça commence à faire quelques années, on me l'avait dit souvent et je m'en rends compte. Mais dans le débat, il y a quelquefois le rapport de force. Il a été établi par des personnes qui se sont donné la légitimité, ou plutôt à qui le peuple, vous avez raison. Parce que au-delà de ceux qui manifestent, ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas un courant général. La majorité des Martiniquais soutenaient, parce que la majorité des Martiniquais constatent et vivent cette réalité. Pas nécessairement d'accord sur les méthodes. Mais ce n'est pas le rôle des maires. Ce sont les parlementaires, et ils s'en est saisi fort heureusement, et je crois doublement heureusement, puisqu'ils ont failli aboutir à un accord à un participant près, le président de la collectivité territoriale, les députés et les sénateurs. Le maire, moi, vous savez comment je lutte contre la vie chère tous les jours? Je fais en sorte de ne pas augmenter les impôts de la population. Voilà. Très bien. Merci, monsieur Yann Monplaisir. Je rappelle que vous êtes aussi le maire donc, de la belle ville de Saint-Joseph. Voilà, merci. Voilà, c'est une affaire à suivre. Vous allez nous tenir au courant. Vous reviendrez quand vous voulez. Et je demande moi aussi, y compris au maire, de soutenir les 120 salariés qui vont être privés de leur emploi et de soutenir ces chefs d'entreprise martiniquais qui se sont engagés pendant si longtemps, qui ont fait tant de sacrifices, qui sont prêts à continuer à faire des sacrifices pour sauver l'emploi et ne pas laisser se faire une iniquité qui favorise ou qui favoriserait un système que je ne peux pas dénoncer plus que je ne l'ai déjà fait. Merci beaucoup, monsieur Monplaisir. Merci à Manuela pour la réalisation. Merci à vous. À bientôt sur Zouk TV.